Comme vous le constatez aujourd'hui, on va faire un peu de politique fiction. Donc c'est quelque chose qui est toujours très amusant et qu'on aime bien pratiquer dans le milieu militant, politique, élu autour d'un café. Donc là, vu qu'on n'a plus trop de moments de ce type-là, on va le faire devant une vidéo. Donc il est intéressant, donc Éric Zemmour, tout le monde le connaît, donc c'est un intellectuel de droite. C'est quand ils sont de droite, il faut le préciser en France. Donc éditorialiste, qui est un auteur polémiste qui vend des livres à 500 000 exemplaires quand il y en a un qui sort, qui est capable de réunir devant CNews à 19h en semaine 800 000 personnes. Donc c'est quelqu'un qui a une aura intellectuelle sur le pays qui n'est pas négligeable, du moins à droite, mais aussi à gauche parce que ça a tendance à les énerver. On a vu dernièrement qu'ils ont même voulu faire passer un amendement pour essayer justement de gêner la montée en puissance de la parole de Zemmour. Et au fur et à mesure qu'il y a cette montée en puissance, il y a la montée en puissance d'une candidature donc qui est poussée par des gens comme Robert Ménard, comme on pourrait penser aussi Marion Maréchal Le Pen, qui ne doit pas être non plus inintéressée par ce mouvement, et puis tout un petit magma. L'Express consacre une série, un feuilleton sur la candidature d'un Éric Zemmour. Donc c'est quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer aujourd'hui dans un monde, bon, on s'ennuie un peu sur la politique, c'est un peu déprimant, donc ça met un peu de piment. Quel débat ça aurait sur l'impact sur le débat politique s'il se présentait ce 21 janvier 2022? Il serait assez conséquent parce que c'est comme quelqu'un qui est capable d'agréger autour de lui des débats sur des thématiques d'identité, de nation, d'islamisme, voilà, des sujets qui seront quand même au cœur de la prochaine présidentielle. Il est capable d'imposer le débat par sa simple présence, et ce serait difficile pour ses adversaires de ne pas tomber dans le piège, d'être attiré dans ce gouffre-là, et potentiellement, il pourrait mener pendant des mois le débat, les idées, le fond de la campagne, et ça pourrait créer quelque chose d'intéressant électoralement. Voilà, donc ça c'est vraiment l'impact idéologique. L'impact politique, il est à qui cette candidature s'adresse. Donc ça affaiblirait clairement Marine Le Pen. Si Robert Ménard pousse du moins cette potentielle candidature, c'est dans l'idée de faire passer un message que Marine Le Pen n'est pas la bonne candidate, qu'elle ne perd pas assez de monde pour avoir une victoire en 2022 pour cette vision de la droite, de l'extrême droite. Donc il y a ce discours-là, donc Marine Le Pen. Les Républicains, il faut être conscient qu'il y a une partie de notre électorat qui est à l'écoute des idées d'Éric Zemmour et qui pourrait être tenté par cette candidature si on avait une candidature en janvier 2022 qui est prise, on va dire, dans un vivier macro-compatible. Enfin, je vais citer personne. Mais bon, vous voyez de qui je veux parler. C'est vrai qu'on pourrait avoir une perdition. Alors, c'est pas 5 millions de voix qui disparaissent d'un seul coup, hein, mais ça pourrait quelques pourcents de voix qui iraient sur un vote peut-être protestataire de républicains un peu gagné par la lassitude, qui irait voter pour un Éric Zemmour. Et puis plus étonnamment, et ça fait partie aussi d'une vision stratégique des gens qui poussent cette candidature de Zemmour, c'est d'aller chercher des voix au front gauche. Dans une partie de l'électorat qui a voté Mélenchon en 2017, mais qui peut être gêné par le glissement racialiste, indigéniste qui a lieu aujourd'hui chez le front de gauche. Un discours que, je ne sais pas si vous avez regardé Hanouna et Mélenchon hier, sincèrement, on sent une montée forte d'un discours communautariste, et s'il voulait alimenter la théorie de l'islamo-gauchisme, il s'y est pris à merveille. Donc est-ce qu'il y a des gens qui avec un profil un peu peut-être plus rural, qui pourraient être agacés par ce discours indigéniste, racialiste qui leur correspond pas, peut-être des vieux communistes, vous voyez, qui n'ont pas cette vision des choses, ils ne sont pas là pour défendre un discours sur une religion, enfin les gens la religion pour eux n'existe pas, Dieu est mort, voilà, donc ces gens-là, une vision européenne de Zemmour qui pourrait les intéresser aussi. Alors c'est pas à 10 millions de voix non plus, hein, mais ça peut être un potentiel de plusieurs centaines de milliers de voix qui peuvent porter une crédibilité dans les sondages d'un Éric Zemmour. On va regarder ensemble les résultats de 2017 pour bien avoir une grandeur de chiffres. Alors là, comme je vous dis, on est dans la fiction. Quelqu'un que je connais bien me dirait, mais comment on fait pas une analyse politique comme ça, c'est faux. Comme on est dans la fiction, de toute façon c'est faux et la candidature n'est pas acquise. Mais regardons bien. Je vous le disais tout à l'heure, il a vendu un demi-million de livres, il fait 800 000 personnes devant CNews. Ça nous met au niveau, alors un demi-million c'est Jean Lassalle, hein, vous voyez, il y a 436 000 voix
au premier tour en 2017, c'est 1,21% des voix. Et si on est sur 1 million, 1,5 million, on serait autour de Dupont-Aignan. Voilà, ça fait même pas 5% des voix. Bon, bien sûr, lire un livre d'Éric Zemmour, regarder ses news pour l'écouter, ça fait pas de vous un électeur, hein, clairement, pas du tout même. Mais bon, vous voyez, les gens qui l'écoutent aujourd'hui, le potentiel électoral, enfin, sur lui-même, on peut dire, voilà, il serait sur pourrait être sur s'adresser à 1,5 million de personnes, voilà. Alors, clairement, il peut gratter des voix au FN, au LR, selon la candidature, au Front de gauche. Mais bon, vous voyez tout à l'heure, Marine Le Pen faisait 7,6 millions de voix, Fillon 7,2 millions. On va pas prendre 5 millions, enfin il va pas prendre 5 millions, je vous rassure, je suis pas du tout pour une candidature de Zemmour. Il va pas prendre 5 millions de voix à Le Pen, voilà, donc c'est pas une candidature, c'est une candidature de deuxième division, c'est pas une candidature qui est censée aller, enfin qui a un potentiel du deuxième tour quand on regarde les choses factuellement comme elles sont là maintenant. Voilà, après il peut se passer des choses via le débat et peut-être l'écroulement de concurrents ou un factor X qui viendrait. Donc voilà en gros le potentiel. L'impact aussi qu'il y aurait d'une candidature de Zemmour, c'est l'établissement, je pense, définitif de 3 blocs. Macron avait dit gauche-droite c'est terminé, il voulait mettre progressiste contre conservateur, enfin c'est ce clivage-là. Clairement qui n'a pas pris vraiment. On sent que le gauche-droite fléchit, enfin est fragile mais il est encore un peu présent. Moi je suis plus pour une théorie des 3 blocs que Zemmour consacrerait. C'est-à-dire un bloc de gauche, la vieille gauche, hein, les écolos, le front de gauche mélenchoniste, Hamon, l'aile gauche du PS, anticapitaliste, héritier de l'altermondialisme, du mondialisme qui migre en pro-immigration, enfin vraiment ce bloc là avec une bonne dose de greenwashing dessus, mais en gros on a les mêmes ce qu'on appelle dans mon entourage c'est nos bons vieux gauchistes, voilà, donc vraiment c'est une bonne vieille gauche. Un bloc central, Macron, le Modem, on va dire l'aile social-démocrate du PS, du moins ce qu'il en reste, vraiment ce bloc centriste, l'aile macro-compatible d'un parti des LR qui pourrait exploser à cette élection. On avait résisté à Macron, est-ce qu'on résisterait à ça? Ça peut être une théorie hein, aussi. Et puis un bloc, on va dire, certains appelleraient droite nationale, droite conservatrice. Moi j'appelle ça plutôt une droite populaire au sens qu'elle pourrait attirer des gens du front de gauche sur des questions d'identité, sur des questions de nation, d'étatisme aussi en économie, de vision d'une Europe des nations plus qu'une vision fédérale. Vous voyez, sur l'élargissement, sur le Schengen, sur les frontières, voilà le discours qu'on entend là, qui ferait un bloc avec une certaine cohérence, qui aurait besoin d'une personnalité forte parce que ce serait un bloc qui marcherait avec un chef. Marine Le Pen, c'est le chef du parti du Rassemblement National, elle est là, par sa simple personne, elle est le parti. Voilà, c'est vraiment cette droite qui désespère quand elle n'a pas de chef. Donc c'est ce bloc-là. Ça serait potentiellement problématique aux élections législatives parce qu'on pourrait avoir une assemblée sans majorité. Donc quand on parle de proportionnel, ça amplifierait encore la chose, mais c'est pas improbable que même avec le régime actuel, on ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est un scénario hein, qui existe. Donc voilà, c'est un peu voilà ce qui politiquement pourrait se passer. Comme on est dans la fiction, qu'on est très loin, c'est certainement pas ce qui va se produire, mais bon, on peut partir de ces bases de réflexion. Maintenant, il y a la vraie question, est-ce que c'est une candidature qui est crédible et qui va aller au bout? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'Éric Zemmour soit un candidat crédible. Pour la première question, est-ce qu'il a envie? Je ne pense pas qu'il ait envie. C'est quelqu'un qui a un combat culturel en politique, contre la domination culturelle de la gauche, contre les élites qui délitent un peu le pouvoir de la République, l'État, l'histoire de la France. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un combat culturel. Ce combat, il est fort quand il est dans les médias, il est fort quand il est dans ses livres. Il perdrait énormément en étant dans l'arène politique, parce que là, il serait considéré comme un politique et plus comme un intellectuel. Et c'est plus compliqué, c'est plus la même relation. Donc je pense qu'il n'a pas envie pour cette raison-là. Ensuite, est-ce qu'il serait crédible en gouvernant, en président? Est-ce qu'il serait capable d'agréger autour de lui une équipe de ministres, d'avoir des cadres? Macron, quand il est parti dans son aventure, il avait vampirisé le PS, il avait des cadres avec lui, il avait été ministre. Vous voyez, il y avait quand même quelque chose qui faisait une base.
là c'est compliqué pour un Éric Zemmour, c'est pas le Ménard qui va arriver à faire quelque chose avec lui, et c'est pas en vampirisant le FN qui va avoir une ressource de cadres et de politique et de gens ministrables exceptionnels. Parce que c'est aussi un des problèmes du Front National, ils n'ont pas de cadres capables. Peut-être à part des gens comme Mariani, mais ils sont très peu nombreux. Donc on a ce problème-là. Et puis la crédibilité sur les dossiers techniques. Quelle crédibilité d'un Zemmour sur les questions d'économie, des questions de relations internationales? Est-ce qu'on imagine Éric Zemmour aller négocier avec le chancelier ou la chancelière allemande dans les années futures? Voilà, est-ce qu'on imagine Zemmour aller discuter avec Biden, Kamala Harris? Bon, vous imaginez les relations que ça pourrait être. Voilà, donc c'est une vraie question de crédibilité, d'envie. Donc c'est un joli roman pour moi. C'est rigolo d'en parler, ça fait un peu faire du papier, ça anime un peu la morosité du monde politique actuel, mais c'est pas quelque chose qui est crédible. Alors par contre, je vais le nuancer, parce que depuis 2012, il faut avouer que les élections présidentielles sont pleines de surprises. On a eu DSK qui a chuté dans sa folie, bon, on connaît l'histoire. Hollande a été élu président. Qui voyait Hollande président? Personne. On a l'arrivée de Macron, Hollande incapable de se représenter, Macron qui part, la droite qui croyait marcher facilement vers l'Elysée qui tombe à cause d'une histoire de costume, quelque chose d'hallucinant. Les élections municipales, on se retrouve avec le Covid qui vient perturber tout ça. On s'aperçoit que les élections depuis quelques temps, c'est plein d'aventures, il se passe des choses qui sont imprévisibles. Je doute que 2022 soit différente. C'est comme ça depuis 10 ans, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc qu'est-ce qui va être la surprise, le factor risque? D'ailleurs, j'ai pas parlé des risques judiciaires pour Zemmour, parce qu'il pourrait être aussi attaqué avec des procès à répétition. Donc il y a aussi ce problème-là. Il a peut-être pas envie d'affronter ça. Donc voilà, dans le facteur X, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la figure qui va faire que l'élection va être différente de ce qui était prévu? Je sais pas, on verra. Moi je pense pas que ce soit Zemmour la surprise. Moi je vous le dis aujourd'hui, moi mon scénario le plus terrifiant pour 2022 c'est un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Voilà. Donc j'espère me tromper. On a fait un peu de fiction ensemble aujourd'hui. C'est plutôt rigolo à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon week-end. Reposez-vous bien. Profitez de vos vacances. Si vous êtes dans les stations de ski dans les Alpes, faites attention à vous, mais profitez bien de la neige. Faites marcher nos commerçants des montagnes, si ceux qui sont ouverts du moins. Et puis écoutez, à très très bientôt.